le Sénat repasse à droite, Gérard Larcher sûrement élu sauf surprise. Vous disiez du coup dans un rendez-vous à la presse en marge du conseil municipal vouloir une opposition constructive. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce concept? En quoi ça va consister? Quel sera votre rôle? Là c'est un peu un nouveau départ entre guillemets. Bon. Qu'il y ait une majorité et une opposition dans une démocratie, non seulement c'est normal, mais c'est sain parce que ça permet le débat d'idées. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on ne soit pas dans une opposition caricaturale qui consiste à dire non juste parce que c'est proposé par la majorité. Quand on est d'accord, il faut être capable de voter les textes. Quand on est en désaccord, il faut être capable d'expliquer ce qu'on ferait à la place. Je vous donne 2 exemples. Ce serait irresponsable aujourd'hui de dire le gouvernement a tort de vouloir faire des économies. On a tous conscience qu'avec une dette qui est une réalité objective qui est à 2000 milliards, la question c'est pas est-ce qu'on fait des économies ou est-ce qu'on fait pas d'économies, c'est quelles économies on fait. Donc l'opposition constructive, c'est pas de dire c'est scandaleux, c'est l'austérité, c'est n'importe quoi. C'est de dire comment pouvez-vous penser que c'est une bonne manière de faire des économies que de faire des économies sur les familles alors que les familles consomment, et donc on va directement toucher à la consommation et qu'on va freiner la croissance si on s'attaque à des familles qui épargnent moins que des personnes seules, pour prendre cet exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Il va y avoir dans quelques jours une loi sur la transition énergétique. Personne ne peut contester en étant de bonne foi. C'est un enjeu majeur pour notre pays et pour notre planète. Donc on peut éventuellement débattre des modalités. Et sur le principe et sur l'ambition, il faut qu'on soit capable de soutenir aussi un processus qui est fondamental à la fois pour permettre d'assurer l'avenir des générations qui nous suivront, de dépenser moins et de produire une énergie de manière plus responsable. Dans les 8-10 jours qui viennent, on va installer le nouveau Sénat. Juste après l'élection, on élit le président, c'est ce qui se passe cet après-midi, on élit les présidents de groupe, on élit les vice-présidents, les questeurs, les présidents de commission, toutes celles et tous ceux qui vont occuper des responsabilités particulières dans le Sénat. Je ne suis candidat à aucune de ces responsabilités, pour une raison simple, c'est que mes responsabilités nouvelles en tant que maire d'Angers et président de l'agglo me laissent absolument pas le temps de pouvoir assumer des responsabilités qui m'obligeraient à être plus de 2 jours et demi par semaine à Paris. Donc, comment est-ce que je conçois mon rôle? Mon souhait, c'est de rester au sein de la commission des lois dans laquelle je travaille. D'abord parce que je suis juriste de formation, et ensuite parce que c'est la commission qui examine notamment les textes qui concernent les collectivités locales. Et qu'à ce titre, en tant que maire d'une grande ville, c'est aussi un endroit où on peut faire remonter des choses du terrain, participer à l'élaboration d'un processus législatif, et je pense en particulier aux textes qui vont concerner la réforme territoriale, les compétences des collectivités locales, et puis sur un certain nombre de sujets locaux. C'est aussi une commission dans laquelle je vais pouvoir relayer un certain nombre d'interrogations locales. C'est le devenir du commissariat d'Angers qui est un serpent de mer depuis des années. On sait qu'il y a des conditions aujourd'hui de travail pour les policiers nationaux qui ne sont pas dignes de ce que l'État devrait leur offrir. Puis il y a la question de la prison, sur laquelle je suis déjà intervenu un certain nombre de fois. L'État a été condamné par un détenu qui a purgé une peine à la maison d'arrêt d'Angers parce qu'un tribunal a considéré qu'il y avait une telle absence de dignité dans la manière dont il avait purgé cette peine qu'il était logique qu'on l'indemnise pour le préjudice qu'il avait subi. Ça donne évidemment de l'eau à mon moulin quand j'explique qu'il faut reconstruire une prison à Trélazé et libérer les murs de l'actuelle maison d'arrêt qui date du milieu du 19e siècle, qui est classée monument historique et donc qui ne peut pas faire l'objet de travaux d'amélioration pour régler les problèmes qui ont été pointés par ce tribunal. Alors sinon, une deuxième question, donc aujourd'hui il y a une pensée montante de l'opinion publique, on en parle souvent justement avec les élections sénatoriales, comme quoi le Sénat sera un peu obsolète, presque un petit peu inutile à la 5ème République. Vous répondez quoi à ces citoyens qui pensent ça et qui sont assez nombreux? Le Sénat est très méconnu parce qu'on le voit de loin, qu'on a l'impression que c'est la maison de retraite de la République, que ceux qui sont à l'intérieur sont des privilégiés, qui font la sieste en attendant que ça se passe. La réalité, elle est assez différente. D'abord, toutes les grandes démocraties, elles reposent sur le principe du bicamérisme, c'est-à-dire sur le fait d'avoir 2 chambres. Pourquoi? Pour éviter que, sous le coup de l'émotion, vous puissiez voter une loi. Le fait d'avoir 2 endroits où vous discutez de la loi, ça veut dire que ça dure. Et comme ça dure, ben ça permet de ne pas légiférer sous l'émotion, de prendre le temps de réfléchir aux conséquences des décisions que vous allez prendre, et par exemple, de ne pas restaurer la peine de mort quand vous avez un assassinat d'enfant sous la pression de l'opinion publique. Donc en soi, le bicamérisme, il est souhaitable. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie, c'est le cas, je me dis, dans la plupart des grandes démocraties.
Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à réformer. Parce que dans la pensée de l'opinion publique, ou en tout cas dans la manière dont elle regarde les choses, moi, il y a des critiques auxquelles je m'associe. Par exemple, je pense qu'on a trop de parlementaires dans ce pays, et que quand vous additionnez le nombre de sénateurs et le nombre de députés, on est à plus de 900. D'autres pays autour de nous ont beaucoup moins de parlementaires rapportés à leur population. Quand il y a trop de parlementaires, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément aussi efficaces ou aussi utiles que ce qui pourrait être quand il y en a moins. Deuxièmement, le principe d'un bicamérisme ou le principe de deux chambres, c'est que les deux chambres ne sont pas élues de la même manière. Est-ce que le mode d'élection aujourd'hui est encore compréhensible par les gens? Est-ce qu'il ne pourrait pas être effectif? Est-ce qu'on pourrait même imaginer qu'il y ait une automaticité en disant par exemple les présidents des départements, des régions, des grandes villes et les présidents des associations des maires sont automatiquement sénateurs sans indemnité, ils ont déjà leurs indemnités d'élus locaux et ils font ça dans le cadre d'une chambre qui passe en deuxième lecture un certain nombre de sujets. Ça fait partie de ce que j'avais pu exprimer au moment par exemple de la réforme sur le non-cumul des mandats, en considérant que si ça pouvait s'entendre pour l'Assemblée, c'était une fausse bonne idée pour le Sénat, parce que sinon c'est dénaturer son rôle de chambre des collectivités locales. Et en même temps, je pense que ce qui choque l'opinion, c'est peut-être moins le cumul des mandats que ce qu'ils perçoivent comme étant un cumul d'avantages. Alors, un thème plus local, c'est que vous aviez promis du coup pour réaliser la promesse de la charte éthique des élus à Angers de faire un projet de loi au Sénat. Est-ce qu'on pourra avoir plus de renseignements sur les modalités et surtout sur le calendrier à venir? Alors, pas un projet de loi, puisque le projet de loi, vous savez que c'est déposé par le gouvernement, une proposition de loi. Quand c'est proposé par un sénateur, c'est une proposition de loi. La séance ne reprend qu'aujourd'hui, donc ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'on peut déposer des textes, pour être clair. Je vais donc déposer une proposition de loi qui permettra d'opérer une réfaction des indemnités sur la base des absences dans les conseils municipaux. Ça existe déjà dans les conseils généraux et dans les conseils régionaux, ça n'existe pas dans les conseils municipaux. On va copier les dispositifs qui sont dans le Code général des collectivités territoriales pour ces assemblées et on va regarder la manière de le proposer pour les communes. Ça va être fait avant Noël, dans les semaines qui viennent. Est-ce que je le fais seul? Est-ce que je trouve quelques élus qui sont d'accord pour porter la proposition avec moi? C'est un sujet. Ensuite, cette proposition de loi, on la dépose. On la dépose devant une commission. Cette commission, ce sera la commission des lois. J'aurai la possibilité, puisque c'est la commission dans laquelle je siège, d'en être l'auteur et de pouvoir la défendre pendant le travail législatif de préparation. La difficulté ensuite, c'est toujours la même, c'est que l'ordre du jour, c'est-à-dire le moment où on évoque en séance publique les propositions de loi, est fixé prioritairement par le gouvernement. Et le nombre de créneaux dont dispose le Sénat ou l'Assemblée nationale pour débattre de ses propres textes est beaucoup moins important que les créneaux qui sont ceux du gouvernement. Donc il y a deux options, ou d'obtenir du gouvernement de considérer que c'est une proposition qui est consensuelle et qui n'est pas spécialement de droite ou de gauche, mais qui s'inscrit dans un mouvement de moralisation de la vie politique, ou s'il n'y a pas d'accord par rapport à un ordre du jour gouvernemental, de profiter de ce qu'on appelle les niches parlementaires. Et à ce moment-là, il faudra que j'arrive à convaincre mes collègues que cette proposition de loi mérite d'être examinée. On voit bien que au final, donc c'est quand même assez pratique d'être à la fois maire et sénateur, par exemple pour la charte éthique, pour défendre aussi ce que vous disiez au début. On sait qu'il y a une loi en 2017 qui interdira le non-cumul. Si vous deviez faire un choix maintenant, est-ce que vous avez une idée de ce que vous choisiriez? J'ai déjà dit de manière très claire que je ne solliciterai pas le renouvellement du mandat de sénateur. D'accord. Et que je m'appliquerai le non-cumul quand la loi sera effective en faisant le choix de la mairie d'Angers. C'est que certains de vos détraqueurs dénoncent une faible présence au Sénat. Il y a eu des statistiques, moi, excusez-moi. Non, ça c'est c'était sur exagéré. les sites Regard Citoyen, etc. Est-ce que vous comptez désormais, vu que c'est quand même une nouvelle majorité, un nouveau départ, être plus présent, plus répartir entre la mairie d'Angers et du coup le Sénat? Mes statistiques, elles sont publiques et elles sont très claires. Je siège au Sénat depuis 3 ans. Pendant les 2 premières années, j'avais un taux d'assiduité et d'activité qui me plaçait au moins dans la première moitié des sénateurs sans rentrer davantage dans le détail. Il y a eu au cours des 12 derniers mois 6 mois de campagne municipale et d'installation à la mairie, pendant lesquels j'ai effectivement été peu présent. Et à partir de maintenant, ça fait 6 mois que l'élection est passée, on a installé les équipes, que j'ai organisé le travail sur le plan local et que je l'organise sur le plan national. Et au-delà de ma présence ici cet après-midi, je vous invite à revenir me voir dès mardi de la semaine prochaine si vous le souhaitez, et à regarder dans quelques mois sur ces différents sites ce que sera la réalité de mon activité parlementaire.